Ok mais oui boss, aujourd'hui on parle des arcs qui nous font vibrer, des arcs qui nous font aimer les animés tout simplement. Aujourd'hui on va parler d'arcs de tournoi. Et forcément je vais commencer la vidéo en vous parlant Petite remise en contexte, l'arc de l'examen Chunin a lieu après l'arc d'introduction où l'on voit Naruto enfin réussir l'examen pour devenir Genin, avec le moment trop stylé où il lâche son super multiclonage, et suite à la première mission de l'équipe 7 contre Zabuza et avec le moment trop cool où Naruto pète un câble et on le voit avoir les traits du démon renard, enfin bref, j'avais trop surkiffé ce moment quand j'étais petit. Du coup, à ce moment-là de l'histoire, on connaît surtout l'équipe 7, mais pas grand chose de l'univers de Kishimoto. Cet arc a donc pour mission, et le mot est bien choisi, d'enrichir l'univers que l'auteur veut nous présenter. Chose qu'il fait très habilement en nous présentant une panoplie de personnages secondaires qui auront tous le temps de briller au cours de l'arc. Je pense forcément aux ninjas de Sona avec Gaara, Temari et Kanjuro. J'avais totalement oublié qu'ils étaient frères et sœurs dans l'œuvre, mais aussi les ninjas de Konoha, que ce soit l'équipe 10, l'équipe 8, Kabuto, et forcément la best des équipes, l'équipe de Gai Sensei, où l'on voit un peu les futurs rivaux de Naruto et Sasuke en la présence de Neji et Rock Lee. Et forcément, quand d'entrée de jeu, tu vois Rock Lee en mettre une pas deux à Sasuke, tu comprends tout de suite que cet arc n'est pas là pour rigoler. Enfin, j'adore comment tous les autres candidats des autres villages sont représentés. Les ninjas sont clairement des racailles de Furio, j'adore la vibe, je valide totalement. On a nos personnages, il reste plus qu'à mettre en place les épreuves du tournoi. Et on commence fort avec la première épreuve qui est une épreuve écrite, qui n'est rien de plus qu'une mascarade afin de voir si les élèves sont capables de tricher sans se faire prendre. Ce qui permet d'évaluer deux capacités essentielles de tout bon ninja, la prise d'information et la discrétion. Et côté triche, on était servi. Franchement, il y avait grave des méthodes inventives pour tricher, c'était grave cool à regarder. Et la cerise sur le gâteau pour cette épreuve, c'est la dernière question qui fait un peu office de dilemme. S'ils décident de répondre à la question et qu'ils ont faux, ils resteront des genin toute leur vie. Mais s'ils refusent de répondre à la question parce qu'ils ont peur de se tromper, non seulement ils abandonnent l'épreuve, mais leurs camarades se voient contraints d'abandonner avec eux. Donc forcément, c'est une décision plutôt difficile à prendre, surtout pour des aspirants ninja. Et c'est là que Naruto nous fait son Naruto, en nous disant que clairement lui, il compte répondre à la question, il compte clairement pas abandonner l'examen qui vient juste de commencer, alors que jusqu'à présent, le mec a une feuille vierge et n'a su répondre à aucune des questions. Mais bon, au final, son choix a été payant et il a réussi à passer la première épreuve. Main Character Energy. Seconde épreuve, celle de la forêt de la mort, où le principe est plutôt simple. Récupérer le parchemin d'une équipe adverse et se rendre au bâtiment central dans le temps imparti, soit 5 jours. Une nouvelle fois, on teste une capacité essentielle de tout bon ninja, survivre dans un milieu hostile, que ce soit avec la faune et la flore, qui est clairement pas là pour te faire du bien, ou tout simplement avec l'ensemble des autres candidats qui sont là pour t'abattre. Et durant cette épreuve, il s'en passe des dingueries. On commence par le plus important, l'introduction du méchant principal de Naruto à ce stade, Orochimaru. Et clairement, le mec n'est pas là pour blaguer. Jusqu'à présent, on était bien servi avec Gaara qui faisait honnêtement flipper, mais Orochimaru, c'est un tout autre niveau. Il humilie Anko, sa présence ne met clairement pas très à l'aise le troisième Hokage, et il va tabasser Naruto et Sasuke et poser sur ce dernier sa marque maudite. Et la tension continue de monter avec l'attaque des ninjas du son qui sont juste les émissaires d'Orochimaru qui vont donc s'attaquer à Naruto et Sasuke. On a le beau moment de bravoure de la part de Sakura, l'intervention de Rock Lee, l'intervention de l'équipe 8 qui vont nous montrer tout leur travail d'équipe. On a le réveil de Sasuke avec toute sa folie meurtrière, genre le moment où il déboîte les bras du mec, j'étais totalement choqué à l'époque. Pour moi, le seul bémol de cette épreuve, c'est la manière dont l'équipe 7, aidée de Kabuto, a finalement récupéré le parchemin qui leur manquait afin de valider l'épreuve. Enfin, regardez-moi leurs adversaires, tu peux pas faire plus PNJ que ça, clairement en termes de tension, c'est pas terrible. Et vu que survivre dans la forêt de la mort c'est quelque chose de beaucoup trop simple et que le monde des ninjas est clairement hostile aux enfants, on les fait s'affronter sans temps de repos en 1v1. Bref, encore une fois, cette épreuve nous offre beaucoup de poulets. On a Sasuke qui fracasse Ziak, Shino qui nous montre qu'il est pas là pour blaguer. Clairement, ce personnage est un peu trop sous-coté, je pense, tout au long de la série. On a Shikamaru qui nous tease la puissance de son cerveau. On a Naruto qui bat Kiba grâce à un paix. Bon, j'avoue, ça c'était pas terrible, mais en soi, le reste du combat était plutôt stylé. Et j'avais totalement oublié que Kiba voulait devenir Hokage, voilà.
On a l'affrontement des Hyuga. Forcément, Hinata avait aucune chance face à Neji, mais franchement, elle s'est tapée comme une reine. Elle a tout mon respect, voilà, je suis absolument fan de cette meuf. Et c'était un super combat. Après, bon, on pouvait pas faire que des trucs excellents, on a aussi des combats moins bien. On pense à Temari versus Tenten, c'était juste un no match, hein. Et puis, il y avait le combat le plus éclaté, hein. On se sait, Ino versus Sakura. Vraiment un combat de gamine. Oh, t'aimes Sasuke, on peut plus être copines, on se tape dessus. Voilà, en plus personne n'a gagné, bref, vraiment deux cassos. Surtout que tu les compares, elle, à Hinata, la best girl, qui aime Naruto parce que elle a vu que Naruto, c'était un mec qui se la donne, qui fait des efforts, et forcément, elle a été touchée par la détermination de Naruto. Du coup, elle aussi, elle essaye de faire de son mieux pour montrer qu'elle aussi, elle peut se battre, se défendre. Bref, quand tu compares Hinata, qui a des raisons valides d'aimer Naruto, à ces deux cruches qui aiment Sasuke juste parce que « Oh là là, regardez-moi ce beau brin ténébreux », voilà, ça fait peine à voir, clairement. Mais bon, parlons du véritable highlight de cette étape. Je parle évidemment du combat Gaara versus Rock Lee, un personnage que j'aime d'amour, hein, vraiment ce génie de l'effort. En termes de personnage inspirant dans l'univers de Naruto, bah, tu fais pas beaucoup mieux que Rock Lee et Naruto. En fait, le seul problème de Rock Lee, c'est son drip, mais regardez-moi ça, il a aucun flow le bonhomme. Bref, je me souviens encore parfaitement de la première fois où Rock Lee a choqué l'assistance en retirant ses poids et en les lâchant sur la scène. Vraiment, la vitesse qu'il a déployée, tu sens vraiment la puissance de ses coups, l'ouverture des portes. Chaque chose qu'il faisait était juste incroyable. Franchement, Gaara était un simple punching ball pendant les 3/4 du combat. Malheureusement pour lui, il est tombé face au seul adversaire qu'il pouvait pas battre. La défense de Gaara aura eu raison des assauts de Rock Lee et au final, il a gagné. Ce chien lui a même brisé les os. Enfin bon, je suis encore énervé, je crois. Au final, Rock Lee aura su démontrer à tout le monde qu'il avait ce qu'il fallait pour être un ninja et c'est ça le plus important. On passe à l'ultime épreuve qui est rien d'autre qu'un nouveau tournoi 1v1, mais qui aura lieu dans un mois, ce qui va laisser le temps de l'organiser. Car l'examen des Chunin, c'est avant tout un événement politique d'ampleur. Et ce temps est nécessaire afin de convier toutes les grandes figures politiques. Ce laps de temps va aussi permettre à nos finalistes de pouvoir s'entraîner. Chose qui est assez rare, parce qu'en général, quand on a un arc de tournoi, on a avant un arc d'entraînement. C'est assez cocasse de voir un arc d'entraînement au sein même d'un arc de tournoi. Pour l'examen Chunin, ce break aura permis de faire l'introduction d'un personnage plus qu'important dans la série. Je parle bien sûr de Jiraiya Sensei, hein, qui est clairement le meilleur sensei de Naruto. Petit big up à Hiruma pour les travaux, mais pas à Kakashi qui fait clairement du favoritisme et qui aime que Sasuke, vraiment c'est abusé. Donc en plus d'être une figure paternelle pour Naruto, il va surtout très vite le faire progresser, notamment en l'aidant à réaliser l'invocation de Kamapunta en puisant dans la réserve de chakra de Kyuubi, ce qui est assez cool car ça va être la première fois que l'on va voir Naruto dans les entrailles, on va dire, discuter avec Kyuubi. Et c'est donc avec un Naruto mûri que les phases finales vont pouvoir commencer. Un tournoi très vite écourté à cause de l'invasion de Suna et de Orochimaru, ce qui fait qu'on a eu au total que 3 affrontements, mais chacun avait leur intérêt. On commence par Naruto versus Neji, un combat idéologique à ce stade de l'histoire où on a Neji le fataliste pour qui le destin de tout un chacun est écrit et ce dernier est immuable, contre Naruto pour qui nous sommes les seuls maîtres de notre destin et c'est par nos actions et notre volonté que l'on le forge. Discours qui prévalait à ce moment de l'histoire car Naruto est un orphelin qui avait rien qui allait pour lui, il avait raté 3 fois l'examen pour devenir Genin, il est clairement considéré comme le raté du village et pourtant il persiste en disant qu'il va devenir Hokage. En le battant, Naruto promeut le message de tous les shonen, le fait que on est maître de notre destin, que si on veut, on peut, et que on doit tout donner, tout simplement. Après, on a Temari versus Shikamaru, qui est juste là pour nous montrer à quel point Shikamaru est un surdoué. Clairement, c'est un combat super intéressant à regarder, et ça nous montre juste qu'il est au-dessus de la mêlée, quoi. Et enfin, Gaara versus Sasuke, ce qui nous permet de montrer à quel point Sasuke a évolué durant son mois d'entraînement, au point de nous sortir la technique la plus stylée à ce moment-là de l'histoire. Je parle bien sûr
des 1000 oiseaux. Bon, malheureusement pour lui, le Rasengan va arriver et va prendre la place de numéro 1, mais voilà, sur le moment, sa technique c'était un banger qui aura su passer la défense qui semblait jusque-là invincible de Gaara au point même de le faire saigner. Avec la panoplie de personnages mis en avant, des épreuves super pertinentes dans le cadre d'un examen ninja, puis avec la menace que représentent Orochimaru et ses sbires, on étend le côté géopolitique de Naruto, mais surtout on crée une tension supplémentaire que ce soit pendant ou après les épreuves. Là, je repense forcément à la scène où Orochimaru va voir Kakashi qui prend soin de Sasuke après son combat. Avec une OST pareille, tu sens vraiment toute la tension qui a lieu durant la scène. Personnellement, j'avais eu très peur pour la vie de Kakashi à ce moment-là. Bref, on a clairement le cocktail parfait qui fait que cet arc est tout simplement un classique. On a donc de nouveau un examen, et vous allez voir que les points communs ne s'arrêtent pas là. Mais avant, petite remise en contexte. L'arc de l'examen des Hunters, c'est le premier arc de Hunter x Hunter, où l'on suit Gon quitter son village natal afin de passer l'examen pour devenir Hunter, tout comme son père. Avoir un premier arc qui est un arc de tournoi, c'est super original. À ma connaissance, je ne vois pas d'autres shonen de ce type qui ont ce genre de structure. Mais du coup, que vaut l'arc ? Sans surprise, c'est une masterclass, à l'image de la série. Déjà, qui dit tournoi, dit épreuve. Et à ce niveau-là, on est plutôt bien servi. Avec le parcours de Gon pour arriver jusqu'au lieu de l'examen, ce qui fait office de présélection et nous permet de découvrir Gon, mais aussi Kurapika et Leolio. Première épreuve, la course, qui est sur le papier l'épreuve la plus simple possible, mais qui va permettre d'écrémer un très grand nombre de candidats n'ayant pas les capacités physiques nécessaires pour être Hunter, un critère qui est plus qu'essentiel, et ça va aussi nous permettre d'avoir un premier focus sur des personnages clés de cet arc. Forcément, on pense à Killua et à Hisoka. La course va ensuite se prolonger au niveau de la forêt, ce qui va nous permettre de constater pour la première fois la faune et la flore de ce monde, qui est particulière, disons, mais c'est aussi à ce moment-là que l'on va expérimenter pour la première fois la terreur que représente Hisoka, ce qui va un peu le placer comme le méchant de la série. Méchant entre guillemets, hein. Hunter x Hunter n'est pas un manga si manichéen que ça. Ensuite, on a l'épreuve des gourmets Hunter, ce qui nous permet de constater que Hunter, en fait, ce n'est qu'un titre, et qu'il y a plein de types de Hunter, que ce soit des chasseurs de primes, des archéologues, des gourmets. Et au fait, si vous avez kiffé cette épreuve, je vous invite très fortement à lire ou à regarder Toriko, clairement, vous allez trop kiffer. On suit Toriko et son cuisinier qui vont juste parcourir le monde pour essayer de constituer leur repas ultime. Ça se bagarre bien, ça donne envie de manger, ça donne envie d'explorer, d'aller à l'aventure. Vraiment, je ne peux que vous conseiller Toriko. Et durant l'épreuve, on a aussi l'introduction du GOAT de la série, j'ai nommé Netero, mais vraiment, mais quel goat! Puis après, on a eu la tour aux astuces, qui est pour moi le seul bémol de l'arc, parce que sur le papier, cette épreuve avait un potentiel quasi infini. Le but était simple, traverser la tour dans un temps imparti, et la tour est jaugée d'épreuves qui pouvaient être plus ou moins originales. Et au final, les seules épreuves qu'ont eu à traverser nos héros, ce sont des affrontements 1v1 face à des prisonniers, et pour 3 des 5 affrontements, c'était vraiment des affrontements de type le premier qui couche l'autre a gagné. Bon, après, on va pas se mentir, c'était stylé de voir Killua arracher le cœur d'un mec qui se prenait pas pour de la merde. Voilà, on ne doute pas de ses capacités d'assassin, mais force est de constater que je trouve qu'il y a pas mal de potentiel gâché au niveau de cet arc. On s'approche de la fin de l'arc avec l'avant-dernière épreuve qui se passe sur l'île Zebiru, qui pour moi est vraiment la meilleure épreuve de tout l'arc, parce qu'on a vraiment une tension tout du long, avec Gon qui est tombé sur Hisoka comme adversaire, et vu que Hisoka est beaucoup plus fort que lui, il y a une vraie tension pour savoir comment il va réussir à récupérer son badge, on le voit mettre en place son plan, s'entraîner, bref c'était super intéressant à voir. Et puis avec le nombre réduit de candidats ayant réussi à arriver jusqu'à ce moment-là de l'examen, on peut prendre plus le temps d'observer les capacités de chacun. Et on finit l'examen avec un tournoi des plus classiques, mais celui-ci arrive à se différencier des autres tournois du genre. Déjà, ce n'est pas un tournoi équilibré, tout le monde n'a pas les mêmes chances de réussir l'examen,
Et en plus, les conditions de victoire sont un peu différentes. Là, le but, c'est d'obliger son adversaire à abandonner sans le tuer, car le tuer serait signe d'élimination et tout le monde réussirait le tournoi. Forcément, cette épreuve est parfaitement taillée afin de démontrer la volonté inébranlable de Gon à devenir Hunter. Au final, cet arc aura réussi sa double mission, nous fournir un arc de tournoi très entertainant, avec des épreuves variées, une démonstration de l'univers de Hunter x Hunter, et à nous introduire les personnages principaux, que ce soit le quatuor de héros, ou des personnages qui vont être amenés à revenir au cours de la série, comme Hisoka. Forcément, avec une introduction comme celle-là, tu n'as qu'une envie, c'est d'enchaîner avec l'arc suivant. Bon, les exemples du passé c'est sympa, mais voyons voir ce que vaut un arc de tournoi plus récent avec l'examen sportif de UA de MHA. Bon, je vais mettre des guillemets quand je dis récent, car je rappelle que MHA vient de se terminer après 10 ans de publication. Merci pour les travaux, Koei Horikoshi. D'abord, contexte. En termes de temporalité, on est un peu sur une timeline similaire à celle de Naruto, dans le sens où il y a eu un premier arc d'introduction, nous permettant d'identifier clairement les personnages, que ce soit les personnages principaux, quelques personnages secondaires et le méchant de l'histoire, qui, à ce moment-là, venait d'attaquer la classe 1A lors de l'un de leurs cours. Malgré cet événement plus que bouleversant, les élèves se doivent de revenir à leur vie de lycéens normaux. Et quoi de mieux pour cela que de participer au championnat de UA qui est littéralement comparé aux Jeux Olympiques dans l'œuvre et qui, dans le cadre de l'histoire, permet surtout aux élèves de s'afficher auprès d'héros professionnels et si possible gratter un stage. Mais clairement pour All Might, ce tournoi est quelque chose d'ultra important. Il dit clairement à Deku qu'il doit s'illustrer en tant que futur symbole de la paix au cours de ce tournoi. On rappelle à ce niveau-là de l'histoire que sans Recovery Girl, Deku aurait été paraplégique depuis très longtemps. Mais bref. Et le tournoi dans tout ça. Niveau épreuve, on en a le droit à 3. On commence par une course d'obstacles qui est honnêtement pas super intéressante. C'est surtout un prétexte pour écrémer un maximum de candidats. Et le seul truc un peu notable, c'est le finish de Deku pour arriver premier. Ça, c'était brillamment joué. Après le reste, c'est vraiment pas super intéressant. Puis on a eu l'épreuve de la bataille de cavaliers, qui est une épreuve assez originale en soi, avec un système de points assez unique, ce qui mettait forcément la pression sur Deku, et ça aura permis de mettre en avant quelques personnages secondaires, notamment Fumikage, qui est un personnage que je surkiffe personnellement. Et enfin, comme tout arc de tournoi qui se respecte, le Saint-Creux-Saint tournoi 1v1, clairement le highlight de cet arc. Avec des combats comme Kachan versus Ochako. Franchement, Ochako s'est battu comme une reine durant cet affrontement, c'était très plaisant à voir. On a aussi le combat de Deku versus Itoshi qui nous permet d'entrevoir les entrailles du One for All pour la première fois, donc super intéressant. Mais vous et moi, on se sait quel est l'highlight des highlights. Je parle bien sûr du combat entre Deku et Shoto. Deku qui va pousser Shoto à utiliser pleinement ses pouvoirs, qui sont vraiment trop OP, on va pas se mentir. Et ce combat est une masterclass d'animation. Vraiment, ce moment-là, quand j'entends ce bruitage, je suis comme un ouf, ok? On se le remet. J'adore, vraiment j'adore. Clairement, c'était un combat plus qu'exceptionnel. C'est vraiment dommage que par la suite, Shoto se nerfe face à Kachan et décide de pas se battre à fond, parce qu'on aurait pu avoir deux combats d'une intensité et d'une classe jusqu'à présent inégalés dans l'œuvre. C'est tellement dommage. En dehors de ces épreuves, il n'y a pas vraiment eu d'intrigue parallèle. En fait, cet arc aura surtout permis de mettre en avant l'autre rival de Deku, aka Shoto, en nous présentant son passé et ses relations avec son père, ce qui va prendre beaucoup de place par la suite. Mais voilà, on peut noter l'absence significative de mise en avant pour les autres personnages secondaires qui auraient pu mériter plus de temps d'écran. En fait, en voyant l'arc tel quel, on comprend le sentiment d'infériorité que ressentent les élèves non héroïques présents au lycée, voire même les élèves de la classe 1B qui sont clairement beaucoup moins mis en avant que ceux de la classe 1A. Mais il est important que je relativise mes propos. Le tournoi de MHA ne fait que 22 chapitres. Forcément, si on le compare aux 80 chapitres de l'examen des Chunin ou même aux 34 chapitres de l'examen des Hunters, on se rend bien compte qu'il est beaucoup plus court et qu'il
qu'il est normal du coup de se focaliser que sur un personnage clé de l'histoire plutôt que sur une panoplie de personnages secondaires. Mais force est de constater qu'on n'est pas sur le même niveau d'intensité que ce qu'a pu nous offrir Hunter x Hunter ou Naruto. Honnêtement, on pourrait presque dire que cet arc est oubliable s'il n'y avait pas eu cette scène vraiment, mais quelle masterclass, mais quel poulet ce combat. Incroyable. Comme quoi, un combat peut vraiment sauver tout un arc. Hein. Bon, des arcs de tournoi, il y en a presque autant qu'il y a des mangas. Donc dites-moi si vous avez des arcs de tournoi qui vous ont autant marqué que moi avec l'examen des Chunin. Je serais ravi de vous lire et de débattre avec vous en commentaire. Et clairement, je pense que ce format, je le réutiliserai pour parler non seulement d'autres arcs de tournoi, mais aussi de d'autres types d'arcs qui valent la peine d'être un peu décortiqués et analysés. Voilà, c'est tout pour moi mes Weedboss. Sur ce, plus. Pour vous dire, j'avais tellement surkiffé ce moment que lorsque je l'avais vu à la télé pour la première fois, je voulais absolument savoir la suite. Du coup, j'étais allé à la bibliothèque municipale à côté de chez moi pour savoir s'ils avaient la suite en manga tout simplement. Malheureusement pour moi, ils avaient que jusqu'au tome 3 et je vous laisse regarder la dernière case du tome 3. Bon voilà, à ce moment-là, j'ai compris que j'allais pas être quelqu'un de très chanceux dans la vie. Mais bon, fin de parenthèse.